à toutes et à tous et bienvenue dans Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Elles sont loin, même très loin, d'avoir conquis l'égalité au travail. Les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes, ne sont que 27,2% à diriger une entreprise et parmi les femmes actives, 28,4% travaillent à temps partiel, un chiffre qui tombe à 8,3% chez les hommes actifs. La conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle est sans conteste une des sources de ces inégalités, mais est-ce la seule ? Pourquoi les avancées sont-elles si lentes ? Quelles actions doivent être mises en place en priorité par les entreprises pour aller dans le sens de l'égalité professionnelle ? Et quelles sont les bonnes pratiques en France et ailleurs dont elles peuvent s'inspirer ? Nous accueillons aujourd'hui Laure Pourageau, DRH de Sodexo Avantages et Récompenses, qui va nous donner son regard sur toutes ces questions. Bonjour Laure Pourageau. Bonjour. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui s'agissant de la place des femmes en entreprise ? Si vous parlez d'un état des lieux, moi ça me fait immédiatement penser à la visite d'une maison. Vous savez, quand vous visitez une maison pour l'acheter ou un appartement. Et donc je vais un peu utiliser cette analogie pour dire que faire un état des lieux, c'est regarder tous les étages et toutes les pièces. Alors si on se contente de regarder la maison dans sa globalité, et donc le nombre de femmes qui travaillent, en effet oui, il y a eu de grands progrès. Et je dirais sur les décennies passées. Alors j'aime bien utiliser le mot décennie là, c'est un peu provocateur, mais c'est la réalité, parce qu'on est dans un rythme d'évolution qui est quand même assez lent. Alors les femmes aujourd'hui, elles travaillent, oui c'est vrai, on l'oublie pas, elles ont d'ailleurs toujours travaillé, pas toujours rémunérées, mais elles ont toujours travaillé, et si on regarde un rapport de l'ONU, elles fournissent même le 2/3 des heures de travail de l'humanité, donc c'est pas rien. Elles ne reçoivent cependant qu'1 dixième du revenu mondial, et ne possèdent que moins d'1 centième des biens matériels. Et en France, 80% des 25-50 ans sont actives. Donc, dans une famille sur deux, on sait aussi que les deux membres travaillent. Donc, pour revenir à l'entreprise, et si on considère l'entreprise comme la maison, eh ben oui, les hommes comme les femmes ont leur place dans l'entreprise. Alors maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est aussi les étages, parce que quand on visite une maison, on regarde pas la maison, voilà, on regarde pas le tout, on rentre et puis on regarde aussi les étages. Alors où est-ce que les femmes se situent dans les étages de la maison ? Alors là, c'est pas toujours, c'est pas toujours ni au premier ni au deuxième, c'est pas toujours au 4e, 5e ou 6e, mais c'est plutôt dans les premiers étages. Donc, où est-ce qu'elles se trouvent dans ces étages et dans la hiérarchie ? Et ben, les statistiques, elles montrent que plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. D'accord ? Seuls 27,2% des femmes qui travaillent dirigent une entreprise. Les hommes sont toujours majoritaires au sein des cadres et des professions intellectuelles supérieures, même si la présence des femmes dans ces catégories a doublé depuis à peu près 20 ans. Elle passe de 21 à 42%. Mais donc il y a une amélioration. Oui, il y a une amélioration. Toujours une amélioration, mais seulement 27% des femmes ont des postes d'ingénieurs et cadres techniques d'entreprise. D'accord ? Ça, c'est quand même important pour le savoir. Alors, il y a des exceptions, chez Sodexo. La présidente du conseil d'administration, c'est une femme. Bon exemple, effectivement. C'est un bon exemple. Pourtant, les femmes occupent 2,5% des 80 postes de président ou de directeur général d'entreprise du CAC 40. 2,5%. Il y a 0 femme présidente du conseil d'administration et 2 femmes directrices générales. D'accord ? Pourtant, on sait que la féminisation des conseils d'administration, de l'encadrement, des comités exécutifs, c'est très positif. Toutes les statistiques le montrent sur la rentabilité opérationnelle, à court terme, à moyen terme, sur la responsabilité sociétale, sur les finances en général et le risque financier de l'entreprise. Si on reprend l'analogie de la maison, est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder, un état des lieux encore plus poussé à faire ? Bah oui. Parce que si on parle de la maison, on parle des étages, et puis ensuite je vais vous parler des pièces. Allons-y. La pièce dans les étages. Parce que les pièces, pour moi, ce serait un peu les métiers dans lesquels les femmes évoluent. Et si on se rend compte que les métiers il y a des métiers qui sont aujourd'hui en pleine évolution, des métiers qui sont très liés à la techno, à l'intelligence artificielle, à tous ces métiers de data, etc. Ben c'est quand même les métiers où on compte le moins de femmes. Donc c'est ça qui me dit que l'évolution peut être lente, c'est que les métiers dans lesquels on va investir à l'avenir, c'est pas des métiers dans lesquels on a beaucoup de femmes aujourd'hui. Et c'est, je vous assure, pas la faute des entreprises de vouloir essayer de les recruter. Elles veulent les recruter, mais il y en a pas beaucoup. D'accord ? Et on sait par contre que les femmes sont plus présentes dans les métiers de service, les métiers liés à la personne, etc., où on veut recruter aussi, mais qui sont pas toujours les métiers qui sont dans les étages supérieurs des entreprises ou qui sont avec des rémunérations fortes. Et puis il y a aussi des choses qui sont liées à ça, c'est les études. D'accord ? Parce qu'on voit bien que les femmes sortent souvent à des bons niveaux d'études après le lycée, mais quand elles vont dans des classes prépa, par exemple, elles ont tendance à aller plutôt dans des prépas littéraires que dans des prépas scientifiques. Donc elles choisissent pas forcément les voies les plus rémunératrices ou les plus prometteuses en termes d'évolution tout à fait. Professionnelle. D'accord ? Et donc ça explique les pièces. Puis ensuite,
Il y a un dernier sujet quand on fait l'état des lieux, je pense qu'il est important, c'est les écarts de salaire. D'accord ? Les écarts de salaire qui existent de moins en moins en moyenne. C'est vrai qu'il y a eu un gros effort de frais quand on compare à travail égal, salaire égal. Il y a des progrès, mais je pense que la vraie inégalité, ça reste aussi que les femmes sont celles qui font plus de temps partiel. D'accord ? Donc bien évidemment, ça impacte sur leur rémunération. Pour quelle raison ? Parce qu'elle s'occupe des enfants à la maison, très souvent. C'est très lié à la répartition des tâches à la maison. Alors, je vois une petite évolution possible là, avec le télétravail, qui peut peut-être leur permettre de faire moins de temps partiel et d'être capable d'être à la maison alors que les enfants y sont aussi. Voilà. Et après, quand on regarde chaque pièce, quand on voit les étages, on voit qu'il y a eu des progrès, c'est sûr. Ils ont été faits. Et c'est équivalent à la société française, c'est pas que lié à l'entreprise, c'est aussi dans la société, mais c'est lent, rien n'est jamais gagné, il faut rester vigilant, moi je le crois beaucoup. Et pourquoi ? Parce que, mine de rien, l'égalité entre les sexes, c'est probablement la plus profondément enracinée de toutes les inégalités dans la société. Et si une entreprise est capable de se challenger sur cette inégalité homme-femme, elle pourra mieux questionner toutes ces pratiques sur d'autres sujets comme génération, diversité culturelle, orientation sexuelle, toutes ces diversités-là au sens large. Et ça, c'est important. Et j'ajouterais que quand on parle de sa place, il ne faut pas oublier ce que veut dire avoir sa place. C'est-à-dire la place de la femme dans l'entreprise, c'est aussi laisser à la femme la capacité de trouver sa place. Et c'est pas seulement être dans l'entreprise, mais c'est être en bien-être dans l'entreprise. Selon vous, pourquoi l'évolution, elle est si lente ? Si j'avais toutes les explications, je pourrais peut-être trouver des solutions, mais bon, je vais vous dire, j'en trouve à peu près 3, je dirais. Je pense que c'est un phénomène de société et que tout changement sociétaux, c'est lent. Voilà, c'est lié à l'être humain, à son comportement, c'est lent. Alors, il y a eu quelques pics, il y a eu des avancées, on l'a vu dans l'histoire, si on prend l'histoire de France, après la Première Guerre mondiale, d'un seul coup, il y a eu un pic dans la place des femmes dans la société, la place des femmes au travail, parce qu'elles avaient pas mal remplacé les hommes dans les usines pendant la guerre. Et puis ensuite, il a fallu repeupler la France, et donc on les a ramenées à leur rôle de repeupleuse et le rôle à la maison. Et alors qu'elles avaient beaucoup travaillé, elles ont arrêté de travailler. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les 30 Glorieuses, puis on a eu besoin de main-d'œuvre. Donc elles sont revenues. Et donc voilà, donc on a fait en sorte que les femmes soient plus nombreuses à revenir au travail. Et puis, si on regarde ces courbes, on peut voir, donc il y a des moments ça monte, il y a des moments ça descend. Et puis si vous faites une ligne droite, c'est la moyenne et vous verrez que la progression elle est quand même lente. D'accord ? Et je pense que c'est lié pour moi c'est lié à un phénomène de société, d'accord, sur lequel l'entreprise n'a pas vraiment moyen de pression, c'est vraiment la répartition des tâches à la maison. D'accord, moi j'en suis intimement persuadée. Et puis le fait aussi que le congé maternité, et porter le bébé, porter les enfants, c'est les femmes. Et donc ce qui fait que si l'équipe dirigeante d'une société, alors qu'il y a un congé maternité, ne se force pas à penser que la femme, elle est toujours là. D'accord, c'est pas parce qu'on est en congé maternité qu'entre guillemets on est très loin, elle est toujours là. Il faut pas l'oublier dans les mobilités, dans les organisations, etc. Alors en France, il y a des statistiques. Il y a l'unité Matisse qui a fait des décomptes pour voir comment évoluer dans une journée théorique de 24 heures la répartition des femmes. Et on a vu que les femmes font en moyenne 11 heures de travail et c'est moins de 10 heures pour les hommes. D'accord ? Si on ajoute le travail de l'entreprise ou le travail rémunéré et ce qui se passe à la maison. Et ce qui se passe à la maison, tout à fait. Donc pour les femmes, c'est 4h20 de temps professionnel, là où les hommes, c'est plutôt 6h30. Pour les femmes, c'est à 4h30 de travail domestique. Là, pour les hommes, c'est 2h10, etc. Le temps parental. Je peux ajouter et faire tout ce décompte, mais ça prouve qu'il existe un écart important. Et qu'il y a encore du chemin à faire. Et qu'il y a du chemin à faire parce que comme le temps domestique prend plus de temps à la femme, ça diminue son temps professionnel. Que mine de rien, plus le temps professionnel est important, ce qui est le cas pour l'homme, ça a des conséquences sur l'évolution de sa carrière. D'où ce que vous disiez, l'entreprise finalement ne peut pas tout. Il faut avoir des discussions au sein du foyer. Aussi. Alors après, l'entreprise peut faire beaucoup parce que moi je pense qu'il faut une vraie prise de conscience des décisionnaires. Si on prend si on fait un peu de sociologie, lorsqu'on est dominant, entre guillemets, une décision favorable au dominé est toujours plus difficile à prendre. Voilà. C'est clair. Et les dominants dans l'entreprise, c'est essentiellement des hommes, et c'est depuis des années. Donc ça va leur demander un effort.
D'accord ? Et si on regarde les rémunérations, les avantages, souvent, c'est comme un gâteau à partager, des promotions, des postes de dirigeants dans une société, c'est comme un gâteau à partager. Et ben, les hommes vont devoir laisser des parts aux femmes. Parce que le gâteau n'augmente pas forcément. Ce qu'ils n'ont pas toujours obligatoirement envie d'en faire, même si c'est essentiel, il faut que l'exemple vienne d'en haut. Et comme les leaders sont en majorité des hommes, c'est à eux de donner l'exemple. Et puis je pense aussi que les femmes, parfois, elles se freinent. Moi, je suis en tant que DRH, je peux vous le dire, je vois des hommes postuler à des jobs, même s'ils ont moins de 50% de ce qui est demandé sur la fiche de poste, alors qu'une femme, si elle n'a pas 80-85%, jamais elle postulera. D'accord ? Donc, sans vouloir que le dominé, donc la femme, reproduise les comportements du dominant, ce qui permet jamais... Elles ont aussi un pas à faire. Elles ont aussi un pas à faire, quoi. Elles ont un pas à faire pour postuler, pour prendre la place, prendre la parole, prendre les places du gâteau et faire de nouvelles études. Donc, il faut pas qu'elles hésitent, il faut qu'elles se battent aussi. Est-ce qu'on peut donner, chez Sodexo et ailleurs, des bonnes pratiques qui pourraient avoir vocation à inspirer ? Ouais. Alors, les bonnes pratiques que j'ai pu voir un peu dans toutes les entreprises, quand on lit, quand on assiste à des conventions, à des événements sur le sujet, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, moi, je dirais que la première, ce qui est important, c'est la sensibilisation, la formation, le coaching, la communication, le mentoring, toutes les échanges de pratiques à mettre en place absolument sur le sujet. Une entreprise, elle se doit de le faire. Parce qu'il est important que tous les managers, tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices soient sensibilisés au fait que la diversité de genre, et puis au sens large du terme, aussi du genre, est un élément clé dans la diversité. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si on fait pas ça, les autres sujets de diversité ne seront pas traités. Puis aussi la notion d'équité, qui est très importante. Donc il faut que ça devienne un sujet au quotidien, un sujet comme un réflexe, comme les autres. Et les statistiques montrent que lorsqu'il y a une équité de genre dans un conseil d'administration ou de direction, l'entreprise est plus performante. Alors après, il faut aussi travailler sur des sujets très, très RH, sur la mobilité, le recrutement. Voilà, il faut imposer qu'il y ait dans les shortlists autant de femmes que d'hommes, quels que soient les jobs. Selon vous, pourquoi une entreprise est plus performante quand on a vraiment cette équité ? Parce qu'il y a de la diversité, il y a de l'innovation. Nos clients sont des gens très divers, d'accord, les consommatrices ou consommateurs, c'est à peu près 50-50. Donc on est représentatif de la société. Oui, on est représentatif de la société, on prend des décisions qui sont en adéquation aussi. Et donc dans les pratiques RH, faut faire attention aussi, faut avoir des bons équilibres, c'est-à-dire quand on fait par exemple une revue des talents, il faut faire une revue équitable, des calibrations entre hommes et femmes qui le soient de façon tout à fait alignée avec la politique de diversité. Il faut former les femmes, il faut mettre en place des réseaux féminins dans l'entreprise pour qu'elles soient mentorées, pour qu'elles soient formées au leadership. Voilà, il faut les encourager à faire de plus en plus de candidatures sur des postes de haut niveau et puis à prendre des risques aussi, prendre des risques à leur niveau. Il faut communiquer sur les réussites. On a la chance d'avoir de plus en plus de ce qu'on appelle la data. D'accord ? Avant, c'était pas toujours facile d'avoir des statistiques, etc. Mais aujourd'hui, toutes les datas sont accessibles pour avoir justement la réalité. Et en sociologie, on sait que les chiffres, c'est clé pour pouvoir prendre des décisions. La réalité de ces datas. Puis il y a aussi les quotas. D'accord, voilà. Chez Sodexo, on s'est engagé l'équité, à avoir un quota de femmes dans le conseil d'administration, dans les instances de leadership. Et donc, juste pour vous le dire, si on regarde les statistiques, chez Sodexo, on mène une politique très volontariste. Chez Sodexo, les femmes représentent 60% des membres de notre conseil d'administration, alors qu'il y a 10 ans, elles n'étaient que 22%. Voilà, donc une politique volontariste, elle a des résultats. Les femmes représentent 32% du comité exécutif. Il y a 10 ans, c'était que 22%. Donc il y a eu un vrai travail de fait. Les femmes représentent 36% de nos 1600 leaders. D'accord ? Et notre objectif, il est clair, il est défini, il est énoncé et il intervient même dans des éléments d'instinctif, de rémunération. C'est d'avoir 40% de femmes dans cette communauté leadership. Il y a 10 ans, c'était de 25. Donc, on a augmenté de 11%. Donc, je pense que ça montre que quand on veut mettre le sujet à l'ordre du jour, on peut, avec des objectifs clairs et des moyens précis, y arriver. Vous parliez tout à l'heure des hommes qui allaient plus franchement briguer des postes, quel que soit, enfin pas quel que soit, mais en tout cas avec moins de pourcentage de ce qui est demandé dans la fiche de poste. Qu'est-ce qui fait que les femmes ne briguent pas certains postes ? Alors,
Ça va revenir à ce qu'on s'est dit précédemment. Je pense que les études, voilà, il y a moins de femmes qui ont fait des études sur certains postes dans certaines entreprises. Il peut y avoir aussi le fait que elles vont pas oser postuler si elles n'ont pas 100% ou 80% de ce qui est défini dans le poste, ainsi de suite. Puis ensuite, il y a aussi le fait que quand on est une femme déjà pas mariée ou avec des enfants, ou même quand on est une femme avec un conjoint et des enfants, il y a certains types de postes qui vont demander certains types de sacrifices, entre guillemets. Et c'est du temps. C'est juste du temps. Ouais. Du type... des déplacements à l'étranger, par exemple. Quand on est à un certain niveau de responsabilité, il y a des activités le soir, il y a des dîners, il y a des conférences, il y a des déplacements à l'étranger. Et quand vous avez 2-3 enfants à la maison, soit vous avez la chance d'avoir un conjoint qui joue le jeu, et si c'est pas le cas, ça peut être très compliqué. Ensuite, il y a le fait que voilà, on a toujours vu, et moi je peux le dire en tant que DRH, je l'ai vu beaucoup plus fréquemment, quand il y a une mobilité internationale, c'est souvent la femme qui suit le mari, c'est rarement l'inverse. Et pourquoi ? Parce que souvent, c'est le salaire est le plus élevé chez l'homme que chez la femme. Donc, s'il y a un sacrifice à faire, on le fait plus facilement chez la femme. Si en plus il y a des enfants, on sait qu'il va falloir qu'ils s'adaptent en expatriation, donc il faudra s'occuper d'eux, et donc c'est la femme qui va le faire. Et donc, vous retrouvez que tous ces phénomènes sociétaux, d'accord, qu'on a décrits précédemment, on le retrouve aussi dans des conséquences sur la vie de l'entreprise et sur la place de la femme et sa capacité à briguer certains jobs. Et mis à part les discussions au sein des couples et des foyers, est-ce qu'il y a une configuration possible ou des moyens de faire que finalement c'est peut-être les femmes à un moment vont choisir leur carrière et c'est leur conjoint masculin éventuellement qui va suivre? Moi je crois que c'est lié à l'évolution de la société. D'accord ? Alors après, ce que je vous disais, l'entreprise peut aussi communiquer sur des exemples, peut aussi mentorer les femmes, faire du leadership, mais c'est plus une évolution sociétale qui va jouer. Puis après, moi je dis toujours, c'est aussi la responsabilité de la façon dont on élève les enfants, comme on les traite à l'école. Quand on parle d'orientation, pas dire à une petite fille, ce sera plutôt ça ou pas plutôt ça. Donc je vois là un impact fort de la société sur ça. Sur ces sujets-là, qui doit être moteur dans l'entreprise ? Je dirais tout le monde. Alors c'est tout le monde. Ouais, tout le monde. Alors après, bien évidemment, pour que ça fonctionne, d'abord, il faut que ces sujets soient portés par le leadership, par la direction, et c'est les RH qui relaient dans le fait de le développer dans la culture de l'entreprise. C'est un vrai sujet de culture. Alors, au quotidien, il faut une vigilance sur le discours des managers, sur leur façon de réagir. Moi, je pense qu'il est absolument inadmissible de laisser passer certaines choses en entreprise venant d'hommes ou de femmes comme elle a 30 ans, attention, il va falloir gérer son congé maternité, avec comme des sous-entendus. Ça doit être des choses qui doivent être recadrées immédiatement. C'est-à-dire qu'une culture d'entreprise ne doit pas laisser passer certains propos. J'imagine que vous, à titre personnel, vous recadrez systématiquement. Vous pouvez me faire confiance, systématiquement, et quel que soit le niveau. Ensuite, il y a le rôle du manager. Je pense qu'il est important dans sa façon de distribuer la parole dans l'équipe, d'arbitrer, de composer son équipe. Il est aussi responsable de ça, d'assurer une vraie diversité de formation, d'origine, de genre, de nationalité, quelle qu'elle soit. C'est lui qui est responsable. Moi, je fais toujours, par exemple, je pilote une équipe de RH, je fais plutôt attention à ce qu'il y ait plus d'hommes. Parce que dans les équipes RH, il y a souvent plus de femmes. C'est humain, c'est des métiers où on voit plus souvent les femmes. Alors, quand c'est des DRH de CAC 40, un peu moins. Enfin, dans les équipes RH, c'est vrai que je veille à une diversité dans l'autre sens. Ensuite, il y a tous les collaborateurs et les collaboratrices de l'entreprise. Il faut être, on a dit qu'il fallait être vigilant pour les managers, mais il faut être aussi vigilant pour les comportements des collaborateurs d'entre eux, et il faut faire attention à ce que rien ne puisse mettre en difficulté la place et le bien-être de la femme dans la société. S'il y avait une mesure à mettre en place pour aller dans le sens de l'égalité, de l'équité femmes-hommes, laquelle serait-ce ? J'irais dire qu'il faut s'assurer que les mesures déjà en place sont réellement mises en place. D'accord ? C'est-à-dire, on sait que
La présence de plus en plus de femmes dans les conseils d'administration augmente la diversité des conseils bien au-delà du genre. On sait que l'augmentation du nombre de femmes a apporté des profits et des compétences très différentes au conseil d'administration. On sait que c'est une évolution très positive. Elle apporte de la diversité, c'est la clé de la réussite, etc. Okay. On sait aussi, et le gouvernement demande aux entreprises de produire les chiffres de l'égalité homme-femme. Ce qu'il faut faire, c'est que les entreprises qui respectent pas, on aille les sanctionner. D'accord ? On sait aussi qu'il y a des entreprises, comme elles veulent pas avoir de sanctions, elles ont mis les conseils d'administration dans des pays où c'était pas obligatoire. D'accord ? C'est des choses qui se font. D'accord. Ça se fait. Ok, faut le savoir. Donc je pense que c'est aussi à l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a menace de sanctions. Oui, il y a menace. Et puis il faut les donner, les sanctions. Enfin, on sait très bien que ce qui fait mal, c'est quand aussi on touche au portefeuille, quoi. Donc au portefeuille, il y a la réputation. D'accord ? Donc, parce que ces chiffres sont publiés. Il faut communiquer. Oui, mais il faut communiquer, pas qu'une fois. D'accord ? Il faut être sûr qu'on puisse communiquer. Puis il faut peut-être obliger aussi les entreprises à le communiquer sur certains sites et que ce soit très visible. C'est dit que c'est obligatoire, mais parfois pour trouver l'information, il faut vraiment aller la chercher. Donc voilà, moi je pense qu'il faut regarder tous ces indicateurs, il faut redresser le tir et puis il faut peut-être rajouter maintenant des indicateurs plus liés à formation, mobilité, aller plus dans le dur sur certains sujets, même s'ils font partie de la liste. Et puis une fois qu'on a dit tout ce qu'on aura fait tout ça, je pense que ça sera certainement plus facile. Et en même temps, je pense que les quotas, c'est un moyen d'accélérer les choses. Voilà. Donc, il faut mettre des quotas. Et ensuite, je pense qu'il y a une chose qu'il faut bien voir aussi, c'est que la crise Covid nous a montré à quel point, quand il n'y avait pas d'action, d'accord, c'était beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La crise Covid l'a montré. Et chez Sodexo, on a fait en sorte, justement, de pouvoir, comme on avait une vraie politique en place sur la diversité avec tous les résultats que j'ai pu vous énoncer, on s'est rendu compte qu'on a pu agir très vite, d'accord ? Et on a pu agir très vite pour, face à ces stéréotypes de genre très traditionnels qui ont fait que le fait de s'occuper de la famille, d'être à la maison soit plus féminin pour les femmes et que les femmes sont plus aidantes en général, on a fait en sorte d'être capable d'apporter du soutien familial, d'apporter... Ça veut dire, vous avez fait quoi concrètement ? Par exemple, on a accordé des congés de maladie prolongés pour soutenir plus de 7000 employés. D'accord ? Par exemple, on a lancé des partenariats avec des associations, alors aux États-Unis comme Women Back to Work. D'accord ? C'est une association américaine à but non lucratif qui a aidé à combler le fossé de l'emploi pour les femmes qui ont quitté le marché du travail pour des raisons Covid qui disaient qu'elles étaient obligées de s'occuper des enfants à la maison ou de leurs parents vieillissants. D'accord ? Au cours de l'année fiscale qui vient de se passer, on a mis en place un programme d'observation She Works à travers 20 pays qui offre une expérience professionnelle précieuse à plus de 600 femmes vulnérables dans nos communautés locales. On les aide à améliorer leur employabilité, à gravir les échelons de leur carrière. Moi, par exemple, là, je suis... on sait très bien que les personnes les plus faibles ont besoin de soutien. Moi, je suis engagée dans du mentoring pour femmes réfugiées, pour les accompagner à trouver du travail. Donc voilà, on met en place plein d'actions de ce type et ces actions, elles ont des résultats. Et vous conseillez à tout le monde, j'imagine, de s'en inspirer. À toutes les entreprises de le faire, bien sûr. Si vous aviez un conseil à donner aux femmes ? Moi, j'aurais dit restez vous-même. Vous avez toute la forme en vous. Restez vous-même. Je dis toujours, c'est pas... voilà, je sais. J'ai lu récemment un article où j'ai vu un film une expérience comme ça d'une femme qui disait que... Ouais, je crois que c'était une femme journaliste, qui disait que pour accéder à un certain niveau, elle avait rendu sa voix plus grave pour être prise au sérieux. C'était pas moi. Non, c'était pas vous. Donc elle fumait, elle avait fumé, etc. Je sais plus dans quoi c'est, il faudrait que je retrouve. Et donc, moi je dis non, faites pas ça. D'accord, faites pas ça, restez vous-même. Et parce que c'est ça qui va permettre la richesse de la diversité. Si les femmes deviennent autre chose, c'est pas ça qui va nous permettre. Donc restez vous-même, osez, soyez engagés, regardez tous les programmes qui existent. Et dès qu'il y a des programmes, engagez-vous dans ces programmes. Et puis, soyez à même de dénoncer, n'ayez pas peur de dénoncer toute forme de violence, de discrimination, d'accord, pour qu'elle soit sanctionnée. Parce que l'environnement de travail doit être dur et très sûr pour les femmes. Je dirais aussi, gardez en tête, c'est François Giroud qui l'a dit en 1983, le chemin va être difficile, il va être lent. Et un jour, il y aura la preuve que la femme sera vraiment égale de l'homme, le jour où un poste important désignera une femme incompétente. Merci Laure Pourageaud. Merci.
Cet épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Laure Pourageau, DRH de Sodexo Avantages et Récompenses pour cet échange. Pour ne passer à côté d'aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Mieux sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Pocket Cast, Podcast Addict. À très bientôt.